à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 17 juin et bienvenue dans cette troisième et déjà dernière journée à Vivatech depuis notre Microsoft Live TV. Avec vous, nous allons téléporter Vivatech et le studio virtuel de Microsoft dans vos écrans pendant 1h30. Une première mondiale pour Microsoft, mais si vous nous rejoignez pour la toute première fois, vous devez certainement vous demander mais comment est-ce possible? Alors, jetons un petit coup d'œil à cette innovation. De mon côté, je suis actuellement dans le studio virtuel de Microsoft et je vais recevoir mes invités qui, eux, seront en direct mais à 3 km de moi au stand de Microsoft à Vivatech. Et pourtant, à l'image, eh bien, vous allez avoir l'impression que nous sommes vraiment dans la même pièce à Vivatech. Donc c'est bientôt fini. Et oui, Vivatech, c'est bientôt fini. Hier, nous étions déjà en direct pour prendre le pouls de l'innovation avec des thématiques comme la mobilité, le futur du travail, le métavers ou encore la cybersécurité. Et oui, c'est ça, l'innovation et la téléportation qui est au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, pour clôturer ces 3 jours d'échanges autour de l'innovation, nous allons parler d'un sujet beaucoup plus éthique. Comment tirer parti de l'innovation pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. Nous recevrons dans le studio virtuel Corinne de Bilbao, la présidente de Microsoft France, avec qui nous verrons pourquoi il y a urgence de former des spécialistes du numérique. Nous évoquerons également avec sa conviction sur l'inclusion et nous allons finir cette émission sur une petite touche d'humour. Voilà pour le programme. Et nous allons bien sûr vous inviter à partager, à réagir sur LinkedIn avec le hashtag VivaMS. Alors surtout, n'hésitez pas à réagir. Mais tout de suite, j'accueille Roxana Rugina, donc déléguée générale de l'Impact AI. Alors bonjour Roxana. Bonjour Alexia. Bonjour, ravie de vous accueillir dans cette téléportation pour ce dernier jour à Vivatech. Alors Roxana, on va parler de l'algorithme dans l'IA pour la santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce que le collectif d'Impact IA ? Oui, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Le collectif Impact AI réunit 60 entreprises de toute taille, très diverses, des grands groupes, des petites startups, des associations et des écoles autour de l'IA et des enjeux éthiques pour favoriser l'usage d'une IA responsable au sein des entreprises. Alors on parle effectivement beaucoup d'IA responsable, d'éthique sur l'IA. On aimerait un petit peu éclaircir ce sujet qui peut paraître encore un petit peu assez flou. Pourquoi est-ce important, par exemple, de parler des biais de genre dans la santé ? Alors déjà, c'est très important de parler des biais de genre pour mieux s'informer, mieux former et mieux soigner. On a remarqué avec le groupe de travail santé qui a émergé suite à la crise Covid au sein de collectif, qu'il y a des thématiques clés comme les données grises, comme l'hétérogénéité des données, la gouvernance. Ce sont des questions clés qu'on se pose avec les experts et les entreprises qui font partie du collectif. Donc on a souhaité traiter, et notamment les biais de genre, qui sont un sujet très important puisque ça touche à toutes les problématiques de l'IA et à tout stade de développement d'une solution IA. C'est important de parler des biais de genre dans la santé parce qu'il y a beaucoup des exemples de maladies qui sont jugées féminins ou masculins, où on voit bien que les biais sont présents et ça ont un impact sur la prise en charge ou le délai de prise en charge des patients. Je peux donner un exemple sur les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de la mortalité des femmes. Elle touche 56% des femmes versus 46% des hommes. Et là, il y a un gros délai de prise en charge. Il y a aussi des maladies, par exemple, qui sont jugées prédominant féminin comme l'ostéoporose, où il y a aussi des hommes qui sont affectés. 1 sur 3 fractures chez les hommes est due à l'ostéoporose. Donc ces biais peuvent être de plusieurs types. Elles sont présentes partout
dans le développement d'un système IA. On remarque qu'ils sont présents aussi dans la phase de collection des données, là où on peut avoir des biais de société, ce qu'on appelle les biais cognitifs ou les biais émotionnels, économiques. Ce sont des biais les plus connus. Et après, dans la phase de pré-collecte, de sélection des données et la construction de l'algorithme, on voit qu'il y a des biais techniques. Dans les biais techniques, on peut avoir des variables qui sont omises, donc des données manquantes, et c'est très important de regarder si les données sont représentatives. Il y a aussi des biais qui peuvent être juste de mauvaise qualité. Donc là, on regarde bien les bases de données, la qualité des données qu'on utilise, et ils peuvent être présentes aussi après dans l'évaluation, en phase d'usage. On peut avoir d'autres types de biais ou des façons de repérer, de corriger, de limiter les biais. Donc c'est tout un sujet, c'est très vaste, très complexe, et on a souhaité le traiter avec le collectif et l'ensemble de nos entreprises cette année à travers une série d'ateliers avec des experts. Merci pour toutes ces informations. Vous nous parlez d'un sujet quand même d'une haute importance sur la santé. Effectivement, les billets, je pense que pour beaucoup de citoyens, on n'imagine pas que le corps médical puisse avoir ces billets qui, normalement, sont plutôt orientés vers les RH, vers le recrutement. Eh bien, on s'aperçoit avec vous aujourd'hui qu'effectivement, il y a aussi ces billets cognitifs et billets de genre dans le milieu médical. Alors, très concrètement, comment on peut imaginer la technologie, l'intelligence artificielle s'immiscer dans ce processus médical pour justement limiter les billets de genre? Un cas d'usage, par exemple? Avec Impact AI, nous avons publié une tribune récemment dans ActuIA pour faire appel à des experts et aussi à des startups comme sont présents beaucoup à Vivatech pour venir avec des cas d'usage et des exemples concrets. Nous, ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir identifier quelles sont les méthodologies qui sont déjà appliquées, intégrées dans le développement des systèmes d'IA. Et proposer du coup des recommandations aux innovateurs pour pouvoir les accompagner tout au long du développement et pouvoir limiter en amont et aussi pendant la conception des systèmes d'IA. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Il n'y a peut-être pas que les biais de genre, il y a aussi d'autres biais qui sont présents. C'est très connu, un exemple d'une application de diagnostic de cancer de sang qui prend en compte les femmes en surpoids de couleur blanche. Ce type d'algorithme qui est entraîné sur une base de données qui n'est pas représentative pour toute la population sera difficile à utiliser, à appliquer à des femmes de notre couleur ou qui ont d'autres spécificités. Donc il faut s'assurer que toute la population est prise en compte et que les données qu'on utilise pour l'entraînement de l'algorithme sont bien représentatives. Oui, et d'ailleurs, les hommes peuvent aussi avoir le cancer du sein. Et c'est pas forcément. C'est pas forcément tout de suite diagnostiqué. C'est là où on voit. Oui. C'est là où on voit justement qu'on a des biais cognitifs, on a des biais culturels. Donc il y a beaucoup plus que les biais techniques, les données, c'est tout un ensemble. Et d'ailleurs, le Haut Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes ont publié un article sur l'importance de traiter de ces sujets. Quel est l'impact pour la prise en main de ces problématiques et de la prise en charge des patients. Et on a vu que c'est important de traiter aussi l'aspect formation. En fait, le plus tôt on intervient dans la formation du personnel soignant pour les rendre conscients des biais
que j'ai mentionnées, mais aussi dans la formation des ingénieurs, parce qu'on a 80% des ingénieurs qui sont des systèmes d'IA qui sont des développeurs hommes. Donc là, il est possible, fortement possible, que les biais interviennent dès la conception et qui ne sont pas conscients. On n'est pas conscient de ces biais. Donc il faut s'informer et se former en amont. Nous, avec Impacté, on va proposer aussi d'ici fin d'année un module de formation d'acculturation aux biais de genre avec des applications très concrètes sur la santé pour donner beaucoup plus d'exemples et permettre aux apprenants d'appréhender ces sujets, de les mettre en pratique, de s'engager et auprès d'eux pouvoir aussi parler et sensibiliser au sujet les collaborateurs et les collègues. Merci infiniment Roxana, c'est passionnant et écoutez, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès, vous ainsi que tout le collectif d'Impact IA. C'est très important, votre action est vraiment très importante. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée sur le salon Vivatech. Et oui, il n'y a pas de doute, le salon dédié à l'innovation est bel et bien de retour. Après 2 ans de pandémie, Vivatech se tient en physique à Paris jusqu'à demain. Journée ouverte au public. Vous pouvez monter à bord d'un taxi volant, créer votre sac virtuel ou encore savourer un cappuccino servi par un robot barista. Et Vivatech, c'est aussi vivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag VivaMS. Pour cette dernière journée B2B, notre rédaction vous a sélectionné les top tweets qu'il ne fallait pas manquer. Bonne lecture et à tout de suite. L'IA à l'échelle d'une organisation au service du développement durable. C'est le prochain thème dont nous allons traiter avec Philippe Rambach, Chief IA Officer chez Schneider Electric. Bonjour Philippe. Bonjour, merci de m'avoir invité. Écoutez, merci d'être avec nous sur ce plateau téléporté entre les locaux de Microsoft, les studios de Microsoft et les studios de Vivatech. Alors, Schneider Electric a fait un fort investissement dans l'IA pour préparer la prochaine génération des services numériques. Quelle est la place de l'IA au sein de l'entreprise ? Écoutez, elle prend une place absolument stratégique. Et une fois que j'ai dit ça, elle s'inscrit en fait dans cette stratégie long terme qu'on a chez Schneider Electric, d'aider nos clients à être plus efficaces. Ce qu'on veut, c'est les aider à atteindre plus de sustainability. Et donc, pour ça, on veut les aider à être plus efficaces et être plus efficaces en étant plus électriques et plus digital. Très bien. Et pour être plus digital, depuis des années maintenant, on évolue dans ce qu'on fait avec eux. On a toujours vendu des produits. Nos produits, maintenant, depuis beaucoup d'années, ils sont connectables, connectés. Ils fournissent de la data. Cette data, on fournit aussi des logiciels pour les aider à l'utiliser. Et puis maintenant, évidemment, l'étape d'après pour gagner encore en efficacité, pour plus de sustainability, c'est d'appliquer des technologies d'AI sur ces data qu'on collecte
et qu'eux-mêmes collectent pour obtenir plus d'efficacité. Donc c'est comme ça que l'AI s'inscrit au cœur de la stratégie data et numérique de Schneider. On a tendance à imaginer que l'intelligence artificielle et l'éco-responsabilité et le développement durable ne sont pas vraiment compatibles. Comment vous pouvez rassurer nos téléspectateurs et tous ceux qui sont présents et qui nous écoutent à cette compatibilité ? Ouais, alors moi je pense que non seulement elles sont compatibles, mais que l'AI est même probablement un des plus grands contributeurs possibles aujourd'hui pour résoudre le problème du réchauffement climatique et le problème de la sustainability. L'exemple que j'aime bien prendre souvent, c'est que finalement le kilowatt ou l'énergie qui pollue le moins, le matériau qui pollue le moins, c'est celui qu'on n'utilise pas. C'est celui dont on n'a pas besoin. Donc chaque fois qu'on va permettre à un client d'être plus efficace, de consommer moins d'énergie, en fait, on va aider le bilan carbone de la planète et on va aider la planète à probablement moins se réchauffer. Et il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne pourra faire qu'avec de l'AI. Je prends un exemple assez simple. Aujourd'hui, les buildings, les bâtiments, c'est 44% des émissions de CO2 de l'ensemble de la planète. Si, avec de l'AI, en s'appuyant sur les données collectées d'utilisation du bâtiment, de production électrique, en s'appuyant sur les prévisions météo, etc., on est capable de réduire la consommation énergétique de tous les bâtiments de 5 à 10%, et c'est un objectif qui n'est pas du tout inatteignable. On peut en avoir un impact majeur sur le réchauffement climatique et le bilan carbone des bâtiments, de la planète en général. Et ça, sans l'AI, c'est difficile. Je prends un bâtiment qu'on a à Grenoble, on collecte de tête 60 millions d'informations par jour. Ah oui. Sans l'aide de l'AI, c'est impossible d'analyser, collecter, traiter et prendre les bonnes décisions pour réduire l'impact énergétique, l'impact sur la consommation de matière, des usines, des bâtiments, de tous ces ensembles-là. Donc du coup, en fait, moi je pense que l'AI, au contraire, bien utilisé, c'est un contributeur majeur à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est des arguments très convaincants, effectivement. Alors, je reviens un petit peu sur la partie organisationnelle. Lancer son projet d'intelligence artificielle, c'est une chose, mais la passer à l'échelle d'une organisation, c'en est vraiment toute une autre. Comment passer à l'échelle d'une organisation et trouver les bons cas d'usage ? Ouais, c'est une vraie question et c'est une question pas facile. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés, et Schneider on n'en est pas exempt évidemment, on est confronté à la difficulté suivante. C'est assez facile en AI de faire des proof of concept, des démos, des pilotes. C'est plus difficile d'impacter réellement. Donc aujourd'hui, nous en termes d'organisation, je dirais que le premier, la règle d'or, ce qu'on s'est vraiment mis comme notre étoile polaire, notre guide général, c'est tout commence par un use case. Tout commence par un besoin client, un besoin d'une fonction qui a un impact. Donc ce qu'on fait, c'est pas poussé par la technologie, c'est tiré par le besoin du client. Donc ça, c'est vraiment la règle d'or, le premier pilier. On veut absolument travailler sur des use cases à impact. Et ensuite, on met en place ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait en termes de structuration de data, en termes d'objectifs, en termes de plateforme, en termes de process. On a créé une grosse équipe centrale de data scientists, data engineers, ce qu'on appelle le AI Hub, parce qu'on pense aussi que c'est une technologie moderne, qui évolue rapidement, qui est compliquée. Et donc c'est important d'avoir un cœur technologique et d'avoir une relation extrêmement forte à travers ces use cases, avec les fonctions, avec les clients, avec les business, pour ensemble traiter ces use cases, le AI Hub apportant la technologie et les fonctions, les business apportant le besoin client. Et donc c'est comme ça qu'on fait, on part du use case, on crée une équipe, une squad team en vocabulaire agile, et cette squad team délivre le produit dont a besoin la fonction, le client ou la BU. Merci, effectivement, ce sont vraiment des sujets importants et vous venez de répondre à beaucoup de questions. Hein. Vraiment, c'est très intéressant. Une toute dernière question, nous n'avons plus qu'une minute. Est-ce que, selon vous, l'intelligence artificielle est donc pleine d'opportunités, mais est-ce qu'elle est aussi compatible pour les PME, pour les entreprises de plus petite taille qui souhaitent se lancer? Est-ce qu'il y a un gros gap encore à avoir, beaucoup de formations à adopter? Est-ce difficile ou est-ce vraiment que pour les grands groupes ou les PME ont aussi un avenir avec l'intelligence artificielle?
Non, moi je pense que c'est le moment d'y aller pour tous, et notamment, nous, même un groupe comme Schneider, on n'y va pas tout seul. Hein. Voilà. On y va avec des partenaires, on y va par exemple avec Microsoft. Hein. Microsoft, j'en viens sur la stratégie, Microsoft est le partenaire de toujours de Schneider pour la construction de ce qu'on appelle EcoStructure, qui recouvre cette stratégie de la data, du produit jusqu'au logiciel. Et Microsoft reste notre partenaire pour la construction de l'AI. Et pour moi, le message que j'aurais pour toutes les PME, c'est il faut y aller maintenant, et il faut y aller en profitant de l'écosystème, en profitant des partenaires, et il n'y a pas de raison de ne pas y arriver à ce moment-là, et de rentrer dans le monde de l'AI. Je pense que tout le monde a à y gagner. Philippe, merci infiniment. Merci pour cette touche d'optimisme et cette volonté d'aller vers l'intelligence artificielle. Vous nous avez rassurés, vous nous avez aussi fascinés. Et nous avons maintenant beaucoup plus confiance en l'avenir grâce à vous et à votre vision. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente journée sur le salon. Et pour cette 6e édition, la grande messe de l'innovation revient à Paris Expo, porte de Versailles. Et c'est déjà la dernière journée dédiée aux professionnels. Je vous propose justement de regarder l'agenda de ce vendredi 17 juin. Et on se retrouve juste après avec mon prochain invité, Enrique Lopez, directeur de l'intelligence artificielle de Microsoft France. À tout de suite. Et notre prochain invité est ingénieur en sciences numériques. Il cumule 20 ans d'expérience dans les domaines de l'IT et dans les activités commerciales, opérationnelles et marketing chez Microsoft depuis 2008. Il est aujourd'hui à la tête de la stratégie et des initiatives sur l'intelligence artificielle pour la France. J'accueille tout de suite Enrique Lopez. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir avec moi en téléportation. On va parler aujourd'hui encore de l'intelligence artificielle et surtout de l'intelligence artificielle dans les organisations, ce que l'on appelle à l'échelle, at scale, à l'échelle d'une organisation. Concrètement, de quoi on parle et de quoi il s'agit ? Alors déjà, on va parler de l'intelligence artificielle at scale, mais d'un point de vue algorithmique. Ok. Si on fait un petit peu de retour en arrière, et on va voir l'impact sur les organisations. Et si on fait un peu de retour en arrière, on s'aperçoit que ces 10-15 dernières années, il y a eu une accélération de l'intelligence artificielle avec des records battus. Par exemple, en 2016, des réseaux de neurones, notamment chez Microsoft, qui battaient le record de computer vision. Donc c'est un réseau de neurones avec 152 couches, 20 millions de paramètres. Et on voit cette accélération d'ailleurs dans cette illustration. Et on a de plus en plus de paramètres. On en est maintenant, GPT-3 est très connu avec 175 milliards de paramètres et maintenant on est à 530 milliards de paramètres avec Megatron Turing. Donc on voit, alors contrairement à ce qu'on a l'impression, c'est pas linéaire, c'est exponentiel. Les modèles deviennent de plus en plus gros, de plus en plus massifs. Alors, pour certains, c'est très enthousiasmant d'entendre ça. Pour d'autres, ça peut peut-être un petit peu faire peur. Quelle est votre vision par rapport à l'intelligence artificielle dans les organisations en matière d'éco-responsabilité, d'évolution, on va dire, et l'IA au service de l'humain? Comment on peut rassurer aussi toute une population qui peut-être en a un petit peu peur? Non, mais il faut pas voir l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va remplacer les hommes, mais plutôt quelque chose qui va amplifier l'ingéniosité humaine. Si on revient un petit peu sur ce qu'on échangeait sur ces hypermodèles, qui est une forte accélération, ce qui est très intéressant avec ces modèles, c'est qu'on va pouvoir maintenant avoir des outils qui vont pouvoir
irriguer l'ensemble de l'entreprise et des produits. Juste pour regarder un petit peu comment ça fonctionne dans les illustrations, on voit que c'est des modèles qui peuvent ingurgiter des tonnes et des tonnes de données et être capables d'être hyper spécialisés sans avoir besoin de réentraîner pour comprendre le langage, pour comprendre des images, etc. et apporter des véritables services dans l'entreprise sans suppléer des fonctions humaines, mais vraiment apporter des éléments assez intéressants. Si on illustre par exemple avec ce que ça peut faire, on va s'apercevoir que ces modèles, une fois qu'on les a mis dans des outils, ils sont capables de comprendre ce qu'il y a dans une image. Vous allez voir là, dans l'illustration qui est là, on voit qu'on est capable de savoir que dans cette image, il y a un joueur de baseball. Mais on est capable aussi de leur demander de générer une image. Et ça, c'est la prochaine illustration, où on voit que si on demande par exemple à ces modèles de créer une pièce avec des fauteuils et un colisée, le modèle est capable de le faire. Et ça, c'est assez intéressant parce que si on l'applique maintenant dans le monde de l'entreprise, on peut faire des tonnes de choses. Vous allez voir dans l'illustration suivante le nuage de mots qui apparaît. On peut faire des résumés de texte, on peut générer du texte automatiquement, on peut faire des recommandations, de la compréhension du langage. Et le but de tout ça, c'est vraiment de donner un outil pour accompagner les collaborateurs dans toute l'entreprise et pas du tout de le remplacer. De les remplacer, effectivement. Donc ça vient amplifier déjà les compétences humaines, ça vient aussi accélérer certainement le développement de certaines entreprises. Est-ce qu'il y a certaines sociétés, certains secteurs d'activité peut-être déjà plus en avance ou peut-être plus appropriés pour intégrer l'intelligence artificielle, ou est-ce que toutes les entreprises dans tous les secteurs sont concernées ? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça concerne tous les secteurs d'activité et ça ne concerne pas uniquement que les grandes entreprises, ça concerne aussi les petites entreprises. Aujourd'hui, battre des records dans la recherche et travailler sur ces gros modèles, ce qu'on essaye de faire, c'est rapidement le mettre dans les mains des petits, moyens et grands clients sous forme de briques de logiciels, d'API. On va infuser cette intelligence artificielle dans nos produits. On peut le voir par exemple dans une de ces illustrations, mais on va pouvoir aussi donner les moyens à des entreprises de pouvoir se l'accaparer et uniquement avec des ressources de type développeur, pas data scientist, d'avoir leur propre usage et leur propre application. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est pas que pour les grands groupes, c'est pas que à base de data scientists, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est des briques de logiciels qui existent et c'est une plateforme qui va permettre, certes, d'irriguer, on voit tous les produits Microsoft, mais d'irriguer toute l'organisation. C'est-à-dire, un peu comme vous l'a dit Philippe dans le témoignage précédent, et on va le voir dans cette illustration juste derrière vous qui arrive, ça demande à l'entreprise de s'organiser et de pivoter, de se dire, je considère l'IA comme un socle que je vais offrir à l'ensemble de mes métiers, à l'ensemble de mes business units, pour justement des outils pour les collaborateurs, des outils pour l'organisation et permettre d'améliorer l'expérience utilisateur, l'expérience employée, voire même mon business model. Alors c'est intéressant, vous parlez d'expérience employée, justement les RH ont de plus en plus besoin aussi d'intelligence artificielle pour traiter à la fois les milliers de CV pour les grandes entreprises, mais aussi pour identifier les compétences, faire monter les collaborateurs en compétences. Comment aujourd'hui on peut donner envie aux RH qui sont peut-être encore dans l'hésitation de passer à des outils avec de l'intelligence artificielle pour justement améliorer l'expérience collaborateur ? C'est comme partout, je pense qu'il faut se sensibiliser à ce que l'intelligence artificielle peut faire. Faut déjà, donc il y a une vraie, entre guillemets, problématique d'acculturation et de sensibilisation de toutes les entités métiers, pas que les RH. Si on comprend ce que l'IA peut faire, si on comprend les cas d'usage qu'on est capable de faire et si on comprend le mode de fonctionnement de l'intelligence artificielle, on n'en a pas peur et on voit les scénarios qui s'ouvrent devant nous. Si on prend l'exemple des RH, on voit l'analyse automatique de CV, on voit le matchmaking entre guillemets entre un candidat et ça, on voit comment rédiger une meilleure offre d'emploi, on voit aussi comment créer un assistant personnel pour répondre aux employés à leurs questions récurrentes ou à les orienter par rapport à leur parcours de carrière. Et leur dire il y a des opportunités en fonction de ce que tu as fait, de tes compétences, il y a des nouvelles opportunités qui existent dans le reste de l'organisation.
Eh bien, écoutez, c'est fascinant. Merci beaucoup, Henrik, pour toutes ces informations et cette vision sur l'intelligence artificielle. Je vous dis, je vous souhaite une excellente journée. Vous êtes, donc, on le rappelle à ceux qui nous regardent, vous êtes au salon du Vivatech et on est donc en téléportation. J'espère que cette expérience vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. C'était assez virtuel mais réel en même temps. Merci N'est-ce beaucoup. pas? Merci beaucoup. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, eh bien oui, je vous dis bienvenue sur le plateau téléporté par Microsoft pour l'événement Vivatech, le plus grand salon européen dédié à la tech et aux startups. Et nous aussi, nous mettons en avant l'innovation avec un dispositif audiovisuel inédit pour Microsoft, la téléportation. Comme je l'expliquais, regardez, je suis dans les studios Microsoft à Issy-les-Moulineaux et mes invités sont dans les studios de Vivatech à 3 km et pourtant, vous avez l'impression que nous sommes dans la même pièce. Voilà, c'est ça la technologie et c'est ça la téléportation. Avec ma prochaine invitée, nous allons parler des technologies qui permettent aux entreprises de diminuer leur empreinte carbone, le Green IT. Comment passer du concept à la réalité? Voici le regard de Aya Ben Ayoub, Senior Cloud Advisor chez Kyndryl. Bonjour Alexia, bonjour à tous. Je suis actuellement chez Microsoft France et je vais accueillir d'ici quelques secondes notre invitée Aya. Aya est actuellement filmée grâce à une caméra Azure Kinect et grâce à HoloLens, je vais pouvoir justement la faire apparaître ici sous mes yeux. Retrouvons Aya. Bonjour Aya. Bonjour Otman. Est-ce que tu pourrais présenter ton rôle en quelques mots et nous donner un peu plus de détails sur l'activité de Kyndryl? Je m'appelle donc Aya Ben Ayoub. Je suis Cloud and Sustainability Advisor chez Kyndryl. Kyndryl, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui est issue de la spin-off IBM qui a eu lieu en 2021. Et donc nous sommes leader mondial des services d'infrastructure et multi-cloud. Kyndryl est un des acteurs de la Green IT, mais avant de rentrer un peu plus en détail, j'aimerais avoir ton avis sur justement le côté Green IT. Est-ce que c'est un passage incontournable pour les entreprises ou certaines justement peuvent s'en passer? Je pense qu'il faut être réaliste sur le sujet. Le Green IT, la sobriété, l'éco-conception en général, ce n'est pas un effet de mode, c'est une nécessité, c'est même une urgence en fait. On doit réduire en fait nos émissions de gaz à effet de serre par deux d'ici 2050 si on veut retenir le réchauffement climatique. Donc on est loin d'un effet de mode quelque part, je dirais. D'autre part, en fait, aujourd'hui on constate effectivement un mouvement vers ces activités-là, que ce soit au niveau des particuliers, mais aussi au niveau des entreprises, même s'il manque un petit peu il manque encore de paysage réglementaire autour de tout ça, qui ne va pas manquer d'arriver, et pour encadrer l'ensemble de ces sujets. Donc en fait, non seulement c'est une nécessité, mais en plus, ça sera bientôt une obligation. Voilà, s'il faut retenir un point sur le sujet. D'autre part, on est aussi dans un contexte d'accélération, de digitalisation en fait, de la transformation de nos entreprises. Et en gardant ces éléments-là en tête, justement, c'est le moment ou jamais pour remettre en question nos méthodes de fonctionnement et d'amorcer cette transformation digitale de manière plus responsable, plus éco-responsable. Aujourd'hui, cette démarche de Green IT peut être vécue comme contraignante par certaines entreprises. Est-ce que ça vaut le coup? Quel est ton avis sur le sujet? Alors oui, ça peut être vécu comme une contrainte, tout simplement parce qu'effectivement, ça remet en cause en fait la manière dont on fonctionnait jusque-là, notre manière de travailler au quotidien. C'est vécu aussi comme une contrainte pour les sociétés qui n'ont pas fait ce choix-là d'elles-mêmes, mais qui le font pour des raisons réglementaires. Pour autant, le Green IT peut être un formidable levier d'innovation parce que ça permet justement de revoir un peu notre manière de fonctionner, de repenser nos cas d'usage, notre IT, d'aller chercher de nouveaux marchés, d'aller démarcher de nouveaux clients qui sont plus regardants et de se différencier aussi par ce biais-là. Donc c'est un formidable outil. Kyndryl aujourd'hui est un partenaire de Microsoft et aussi fournisseur de services d'infra IT. Vous avez cette expertise sur les sujets green, mais comment vous accompagnez vos clients dans cette démarche ?
Il faut savoir que pour mettre en place une stratégie de Green IT, en fait, on va intervenir sur différentes couches en fait, du système d'information, des plus basses au niveau du bâtiment, data center, infrastructure, jusqu'aux couches services, y compris acculturation, pour répondre aux contraintes, aux aspects contraintes qu'on évoquait tout à l'heure. Kyndryl accompagne ses clients sur l'ensemble de ces couches-là, donc de la partie bâtiment, data center, jusqu'à infrastructure, la couche applicative, les services et puis la culture. Avec Microsoft en particulier, on va travailler sur un levier qui est extrêmement important dans la sustainability journey, c'est le move to cloud. Microsoft, en tant que fournisseur de cloud, met déjà à disposition un certain nombre de mesures et d'engagements qui ont été entrepris pour réduire l'empreinte carbone du cloud Microsoft, donc le Microsoft Azure, qui est le premier cloud utilisé par nos clients. Donc là, on parle d'une dimension qui est le green dans le cloud en lui-même. Okay. L'autre dimension, c'est vraiment quelque part, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que le cloud, ça reste un outil. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où intervient les clients, parce qu'en fait, c'est finalement leurs usages et la manière dont ils vont l'utiliser et l'optimiser qui va faire la différence. Et c'est là qu'intervient notamment Kyndryl, parce qu'on va pouvoir leverager les outils mis à disposition par Microsoft, notamment le dashboard pour monitorer les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la solution Microsoft Sustainability qui vient d'être annoncée, pour les accompagner en ce sens et donc identifier avec eux, de manière conjointe, les pistes d'amélioration à ce niveau-là. Super. Très clair. Merci beaucoup Aya pour ces éclaircissements. Kyndryl a vraiment une offre complète de bout en bout, renforcée avec ce partenariat avec Microsoft. Donc merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, pour nous partager l'ensemble de ces éléments. Et merci à toi de m'avoir reçu. Merci à tous. Alexia, je te redonne le micro. Merci Othman. Vous l'aurez compris, la réduction de l'impact environnemental des produits informatiques est l'affaire de tous. Ambition fortement partagée par Microsoft qui s'engage aussi sur un autre terrain, celui de l'inclusion. Comment réduire les inégalités numériques? Comment bâtir une société plus inclusive avec des profils pluriels en situation de handicap ou issus de milieux défavorisés? Pour répondre à ces questions, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Corinne de Bilbao, présidente de Microsoft France. Bonjour Corinne. Bonjour, ravie d'être là aujourd'hui. Ravie également de partager ce moment en téléportation avec vous, Corinne. Alors, la pénurie de talents et la guerre des talents qui se livrent dans les entreprises de la tech pour retenir aussi, plus que jamais, les talents. C'est tout ce terrain d'actualité. Que fait concrètement Microsoft en France pour répondre à cette problématique de guerre des talents pour le recrutement et dans la rétention ? Alors c'est vrai que depuis la pandémie, mais même avant, il y a une accélération. On assiste à une vraie maturité du marché, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, des technologies du cloud, avec un déploiement accéléré de ces technologies, ce qui effectivement met une pression énorme sur le marché des talents. On voit effectivement que dans toutes les entreprises, il y a un énorme déploiement et beaucoup de demandes, que ce soit dans leur processus, dans l'amélioration de leur processus, dans la façon dont ils vont commercer. Et cette pénurie de talents devient en fait un obstacle au déploiement de ces technologies dans beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, il y avait une étude de Gartner l'année dernière qui disait que 64% des technologies aujourd'hui ne peuvent pas être déployées essentiellement à cause de cette pénurie de talents. Ça devient même supérieur aux problématiques de coûts et aux problématiques de sécurité pour les entreprises. Alors pour vous donner juste quelques chiffres, aujourd'hui en France, il manque 3500 personnes dans l'intelligence artificielle. Le syndicat numérique nous dit qu'il y a 232 000 postes qui vont être ouverts d'ici 2027 et on manque de talents. Et nous, chez Microsoft, on a une conviction, c'est que l'IT, la technologie informatique n'est pas réservée à une élite et qu'il faut ouvrir à des profils qui sont très différents. Et c'est comme ça qu'on a ouvert en 2018 les écoles avec nos partenaires Simplon, mais aussi Webforce 3 et Social Builder. On a commencé par des écoles en 2018 dans l'intelligence artificielle, et puis en 2020 le cloud et en 2021 les applications business.
avec cette conviction d'emmener des personnes éloignées de l'emploi ou en reconversion vers ces métiers qui sont des métiers en tension. Alors, effectivement, donc, les écoles, c'est très stratégique, effectivement, pour aller chercher les talents, on va dire, au berceau et leur donner envie de passer au numérique. On parle aussi d'associations de femmes du numérique, notamment Femmes at Numérique. En 2020, les femmes, elles représentaient toujours une infériorité, une minorité dans le numérique. Comment donner envie à plus de femmes de joindre cette grande famille du numérique et de l'intelligence artificielle ? Alors ça, c'est un très très gros sujet parce qu'effectivement, à peine un quart de femmes, et même si vous allez maintenant sur les métiers de la cybersécurité, qui sont des métiers en tension, hein, on est à entre 11 à 13% de femmes dans la cybersécurité, donc c'est encore plus problématique. Nous, vraiment, ces écoles aussi, reposent sur des objectifs de diversité, d'inclusion, et donc on a commencé, par exemple, en mars 2018, à créer une promotion qui s'appelait Ambition féminine, avec 80% de femmes. Et on a renouvelé cette expérience en mars 2020 avec l'école d'application business, où là aussi on a des profils essentiellement féminins. Et c'est vrai que parfois il y a peut-être une appréhension de la part des femmes sur ces métiers-là. Oui. Donc on a mis en place un projet qui s'appelle SAS Hackeuse, qui est une espèce de SaaS protégé où en fait on va accompagner les femmes à travers finalement les soft skills pour les amener à avoir moins d'appréhension sur ces métiers-là. Donc il y a 6 à 7 semaines de SaaS et ensuite effectivement elles rejoignent éventuellement une école et sont prêtes à rejoindre ces écoles. Donc c'est vraiment un gros sujet chez nous. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un petit retour sur ces écoles et ces initiatives? Est-ce que vous pouvez avoir un petit bilan déjà? Oui, alors le bilan il est super positif. On a ouvert 49 écoles en région, donc on est présent dans 11 régions françaises. On est déjà avec 900 apprenants, donc c'est vraiment le succès d'un partenariat finalement public-privé avec Pôle emploi, avec nos partenaires, avec les OPCO pour le financement. Et les statistiques sont plutôt très optimistes parce que plus de 4% des personnes qui sortent de ces écoles et qui effectivement étaient en situation de non-emploi ou de reconversion retrouvent un emploi chez nos partenaires ou alors décident effectivement de poursuivre leurs études et d'aller plus loin dans ces métiers de l'IT. Alors des chiffres plutôt optimistes, c'est une excellente nouvelle. Et quelles sont vos ambitions pour la suite ? On a plein d'ambitions, on a plein de projets. D'accord. Alors, ce que je peux vous dire, c'est la semaine dernière, on a lancé, je vous parlais de cybersécurité, qui est un vrai sujet en France. Hein. Je vous dis 15 000 personnes, il manque 15 000 personnes pour remplir les postes de cybersécurité. Et on voit bien la recrudescence des cyberattaques, hein, donc c'est un vrai sujet. Oui. Donc, on a ouvert la première école avec Simplon, qu'on a inaugurée il y a 10 jours en cybersécurité. Une première promotion de 20 personnes, hein, avec une partie toujours pédagogique de 5-6 mois et ensuite une partie en alternance en entreprise avec nos partenaires. Donc c'est une promotion de 20 personnes sans condition de diplôme, il n'y a pas de prérequis particuliers. Et ensuite on a effectivement l'objectif cette année de former 100 personnes, donc 5 écoles, 5 promotions dans le domaine de la cybersécurité. Oui, évidemment, toujours en privilégiant des profils divers et des profils féminins aussi. Oui, avec, il me semble, un objectif de 30% de femmes dans ces promotions. Hein. C'est plutôt positif aussi sur l'inclusion. Absolument. On est sur des... Alors, j'aimerais beaucoup que ça soit 50%, mais on est en tout cas sur des taux qui sont supérieurs. Il y a certaines promotions, on a plus de 40% de femmes, ce qui est une très bonne nouvelle. Ouais. Parfait. Écoutez, je pense qu'on va dans la très bonne direction. Merci Corinne pour cette vision et de nous partager les objectifs de Microsoft. Bravo pour toutes ces initiatives. Et je vous dis merci également pour cette merveilleuse expérience que nous sommes en train de vivre. Voilà, je voulais en profiter pour vous remercier personnellement. Merci à vous, merci à vous. Merci Corinne. Alors pour ceux qui nous rejoignent maintenant, eh bien je vous dis bienvenue sur le plateau téléporté par Microsoft pour l'événement Vivatech. Le dispositif est simple et pourtant très innovant. Je suis regardée dans les studios de Microsoft à Issy-les-Moulineaux. Mes invités sont dans les studios de Vivatech à 3 km et pourtant vous avez l'impression que nous sommes dans la même pièce. Voilà, c'est assez magique. Tout de suite, restez avec nous. On va parler du sujet de la cybersécurité. J'accueille Arnaud Jumelet, National Security Officer chez Microsoft France.
juste après la vidéo. Arnaud Jumelet, bonjour. Bonjour. Alors, on a parlé beaucoup de me cybersécurité ces trois journées. C'est non seulement la troisième journée, mais effectivement, ça a été un sujet au cœur de Vivatech et de cette Microsoft Live TV, cybersécurité, cyber-résilience. Aujourd'hui, on aimerait avoir votre avis, votre vision. Pourquoi est-ce que le sujet cyber est si important ? Je pense que le sujet est important parce qu'on l'a vu pendant les dernières années avec la pandémie. Le nombre de cyberattaques a augmenté et ça touche maintenant tout le monde, tout type de secteur d'activité. Je pense par exemple aux hôpitaux ou aux collectivités locales. Et la cybersécurité, l'objectif, c'est quand même de défendre les organisations et les entreprises, de protéger les données. Et donc ça a une finalité, c'est des métiers qui ont du sens, je pense. Alors, au-delà des métiers, on aimerait rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'une cyberattaque. Très concrètement, est-ce que vous avez des exemples à nous donner, des cas un peu particuliers pour qu'on comprenne un petit peu l'ampleur et la diversité de ce que peut représenter une cyberattaque ? Très simplement, quand on pense aux cyberattaques, aux attaques de sécurité informatique, on va penser tout simplement à des logiciels malveillants, donc des logiciels espions, qui vont chercher à voler de la donnée. Ça, c'est un type d'attaque. Mais on peut également avoir des choses qui ont pour but de détruire une organisation, de faire en sorte que le système d'information ne fonctionne plus et d'aller demander une rançon aux victimes. Ça, c'est également le type d'attaque qu'on peut voir durant ces dernières années. Mais il y a également d'autres attaques comme les sites web qui sont rendus inaccessibles. Ouais. Et l'objectif est le même, ça va être de demander une rançon à la victime. Et donc les cyberattaques aujourd'hui sont quand même assez variées par leur nature et touchent, comme je disais en introduction, maintenant aussi bien les particuliers que les grandes organisations. C'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde, tout simplement parce que le numérique est aujourd'hui au cœur de la vie de tout le monde, de tout à chacun. Et les cyberattaquants en fait profitent de cet état de fait pour tromper la vigilance des utilisateurs. Vous parliez de rançon. Comment on doit réagir ? Qu'est-ce qu'on doit faire si on est cyberattaqué, on nous demande une rançon ? Qui on doit appeler ? Comment on doit gérer ce type de situation ? C'est quand même assez impressionnant. C'est toujours une question un peu compliquée. Aujourd'hui, en France, on est très bien structuré avec des agences comme l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, ou d'autres organismes comme Cybermalveillance. Et on a un tissu qui permet d'avoir des professionnels qui peuvent aider à répondre en cas de problème. La règle est toujours la même, c'est de dire que de base de ne pas payer la rançon, car ça va alimenter un circuit, un système de criminalité. Mais derrière ça, l'objectif, ça va être de recouvrir accès aux données, sachant que ce qu'on peut observer dans les études, c'est que la plupart du temps, malheureusement, le fait de payer la rançon ne redonne pas accès aux données. Tout simplement parce que les logiciels qui ont été déployés ne sont pas assez bien faits et vont endommager tout simplement le système. Donc très souvent, la meilleure façon de s'en sortir, c'est d'avoir fait des sauvegardes et de restaurer les données à une date antérieure. Et il n'y a pas de réponse absolue à ça. C'est un problème qui est compliqué et chaque organisation réagit comme elle peut. Mais la ligne directrice, c'est de ne pas payer.
D'accord, donc il n'y a pas de prise d'otage en fait dans la data, pardon. C'est vraiment irréversible lorsqu'on est cyberattaqué. Là, on sait qu'il ne faut pas écouter et se plier à la rançon. Il faudrait plutôt anticiper et donc sauvegarder les données. C'est bien ça? C'est un peu le maître mot, c'est-à-dire oui, effectivement anticiper, penser à mettre en place les principes de base d'hygiène numérique de la sécurité. C'est ce qu'on voit et ce qu'on observe, c'est que la plupart des attaques informatiques pourraient être évitées si des règles de cyberhygiène étaient respectées. Et ça passe notamment par la sauvegarde des données, donc se prémunir, avoir un état d'esprit qui fait qu'on se prépare au pire et qu'on soit capable tout simplement de revenir à une situation antérieure pour continuer le business et avoir une activité qui continue. Est-ce que vous auriez quelques chiffres de cyberattaques à nous donner? Quelques chiffres pour vous montrer l'ampleur du phénomène. C'est les chiffres qu'on a dévoilés aujourd'hui. Tout simplement, en ce qui concerne les entreprises, on peut observer aujourd'hui 921 tentatives d'attaque par seconde. Ça, c'est les chiffres qu'on a actuellement. Et il y a moins d'un an, on était à peu près 570 attaques par seconde sur les mots de passe. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que ça a doublé en un an, juste sur un phénomène qui est le fait d'aller chercher à deviner des mots de passe. Ça a quasiment doublé en tentative d'attaque. C'est fulgurant, ce qui veut dire qu'il faut que les organisations, les entreprises puissent se moderniser et puissent passer à des protections, donc d'aller au-delà du mot de passe. Quand on parlait d'hygiène informatique, ça passe aussi par ça. Il faut absolument augmenter les mots de passe et rendre beaucoup plus robustes les identités numériques. Les attaques aujourd'hui passent par l'identité. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de faire progresser tout le monde sur cette thématique. Comment donner envie aux jeunes, peut-être, à la nouvelle génération, de se former justement dans les métiers de la cybersécurité, selon vous? Je pense que ça passe par l'échange. Ce qu'on a pu observer, c'est que pour donner envie, c'est déjà incarner les métiers et puis d'expliquer c'est quoi le quotidien, de montrer que les métiers de la cybersécurité sont des métiers de passion. On parlait au tout début qu'on pouvait choisir son secteur d'activité et je pense que c'est vraiment le sens de ces métiers, c'est de se dire qu'on a une infinité de possibilités. C'est pas que des métiers techniques. C'est ça aussi qui est important, je pense, dans le fait de discuter, c'est de montrer que les métiers aujourd'hui, il y en a 26. C'est ce que référence l'ANSSI dans son guide, son 26. panorama des métiers. 26 métiers qui ne sont pas que techniques. Et donc donner envie, c'est de montrer aussi que la plupart des métiers, ce n'est pas des métiers où on va coder, ce n'est pas des métiers où il faut être fort en maths. C'est plutôt des métiers de passion, de communication. Et c'est ce qu'on a lancé côté Microsoft, une initiative pour sensibiliser les plus jeunes à ces métiers. Alors les plus jeunes, mais aussi, on parlait juste avant de la diversité et de l'inclusion, peut-être sensibiliser les femmes et les personnes très éloignées de l'emploi. Il ne faut pas forcément avoir un doctorat, un bac plus 5 avec énormément d'études pour s'initier dans la cybersécurité. On peut déjà avec un minimum d'études, un bac plus 2, pouvoir entrer dans ces 26 métiers que vous décrivez. Oui, tout à fait, c'est l'enjeu, c'est le fait de développer les vocations et puis d'aller sur des filières peut-être plus courtes, des bac plus 2, bac plus 3, qui permettent déjà d'accéder à des métiers très très intéressants. On a notamment des métiers comme opérateur de sécurité cloud, des gens qui peuvent être en charge de la culture de cybersécurité en entreprise, des gens qui vont être là pour former les collaborateurs, les sensibiliser. Il y a des métiers également au niveau du juridique qui sont passionnants. Et il faut, étant donné qu'il y a une pénurie de talent, il faut absolument que tout le monde puisse se sentir prêt à participer à ces métiers. L'enjeu également, c'est de féminiser ces métiers. Aujourd'hui, en France, on est à peu près à 11% de profils féminins qui exercent dans la cybersécurité, ce qui est trop peu et très peu. Vu ce qu'il y a à faire. Oui, tout à fait. Il y a encore du chemin, effectivement. Alors, au-delà des opportunités, est-ce qu'il y a aussi une évolution de carrière? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est en quête de sens, on a envie de se projeter vers l'avenir. Est-ce qu'il y a aussi une évolution qu'on peut déjà montrer à toutes ces personnes? C'est des métiers où, dans tous les cas, c'est pas figé. Si je prenais une analogie, c'est un peu comme un sportif. C'est-à-dire qu'en travaillant en cybersécurité, il y a besoin tous les jours, toutes les semaines, d'exercer une veille, d'apprendre de nouvelles choses, de nouveaux concepts.
Et on s'aperçoit aussi que comme les sportifs, quand on n'en fait pas pendant quelques mois, eh ben, on se sent un petit peu rouillé. Il y a vraiment besoin d'avoir une vigilance permanente pour connaître les attaques, les arnaques les plus récentes, tout simplement pour pallier et éduquer les utilisateurs, les sensibiliser aux gestes à respecter. C'est d'ailleurs une étude qu'on a pu faire avec IDC. On a déterminé que 62% des organisations mettaient comme priorité de sensibiliser les collaborateurs aux gestes de cybersécurité dans les 2 prochaines années. Donc c'est clairement une vigilance de tous les instants. Et comme on parlait d'hygiène, c'est quelque chose également qu'on doit exercer et respecter au quotidien. Alors, donc c'est pas quelque chose de figé, loin de ça. Il nous reste quelques minutes. Ce qui est important aussi, c'est d'évoquer le kit pédago. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? En quelques mots, je pense que juste avant, Corinne a pu expliquer qu'on avait lancé notre grand plan compétences autour de la sensibilisation et formation. Donc ce kit, lui, il est plutôt sur la partie sensibilisation. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de support pour les 15-21 ans en français pour permettre à des enseignants ou même à des professionnels de faire découvrir les métiers de la cybersécurité et les gestes de base. Donc la vocation de ce kit pédagogique qui est accessible gratuitement et librement, il est en licence Common Criteria. Ça veut juste dire que n'importe qui peut s'en emparer, l'adapter, le modifier et l'utiliser comme bon lui semble. Et on a recensé finalement ce qui se faisait de mieux en français sur les sujets de sensibilisation. Donc je pense notamment au contenu de l'ANSSI, de cybermalveillance, de la CNIL, mais également des livres ou des vidéos qui sont disponibles sur Internet. Et tout simplement, le kit, sa vocation, c'est de proposer des activités pour se sentir à l'aise, pour intervenir auprès de jeunes et faire une intervention de 3/4 d'heure à une demi-journée et d'avoir des quiz, des vidéos, des choses inspirantes pour provoquer finalement de la discussion, du débat et montrer que ces métiers sont passionnants et puis également d'éduquer à quelques gestes cyber en une petite intervention d'1 heure. Donc c'est ça l'objectif de ce kit pédagogique et maintenant ce qu'on souhaite c'est que n'importe qui puisse s'en emparer pour diffuser et acculturer tout le monde aux enjeux de cybersécurité. Merci infiniment Arnaud, merci pour toutes ces informations et merci d'être avec moi en téléportation pour parler de cybersécurité. Merci beaucoup. Le salon Vivatech, c'est aussi à vivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag VivaMS. Notre rédaction vous a sélectionné un florilège des meilleurs tweets pour être encore plus près de l'événement tech européen de l'année. À tout de suite. En France, 1 personne sur 5 est en situation de handicap, dont 80% sont invisibles. La communication inclusive devient un enjeu clé pour les entreprises. Elle améliore le travail au quotidien, facilite la communication entre les collaborateurs et les collaboratrices et attire de nouveaux talents. Pour décrire les enjeux et les responsabilités de chacun, j'accueille tout de suite Philippe Trottin, responsable de l'accessibilité chez Microsoft France. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de la communication inclusive. Déjà, est-ce qu'on peut avoir une définition et comprendre ce que c'est que la communication inclusive ?
Oui, alors la communication inclusive, c'est effectivement important puisque dans une entreprise, on va avoir une partie des personnes qui peuvent être en situation de handicap et pour lesquelles avoir une communication inclusive va leur permettre finalement de capturer la bonne information, d'être en capacité de comprendre en définitive le message qu'on veut leur faire passer. Alors ça va passer à travers un certain nombre de solutions, le fait quelque part à la fois lorsque l'on communique à travers des mails, lorsque l'on communique des documents, que ces documents soient accessibles. Alors on pourra éventuellement en discuter ultérieurement, mais donc il y a cette notion d'accessibilité, puis il y a aussi la façon de présenter, puisqu'en définitive, si je suis en train de faire une présentation lors d'une réunion, lors d'un événement, le simple fait d'avoir une démarche plus inclusive en pensant au fait que certaines personnes pourraient avoir du mal à nous entendre ou des personnes qui pourraient avoir du mal à voir ce que l'on est en train de présenter, c'est des éléments auxquels il faut faire attention. Alors, est-ce qu'on peut parler des outils qui nous permettent justement d'intégrer plus d'inclusivité ? Alors oui, il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui, notamment des outils qui vont permettre de créer des supports plus rapidement. On parle beaucoup de dictée vocale, on parle beaucoup d'un outil aussi qui s'appelle le vérificateur d'accessibilité. Le vérificateur d'accessibilité, c'est un outil qui va permettre d'identifier dans un document ou dans une présentation les éléments qui ne sont pas accessibles. Je vais donner un exemple. Si je copie une image dans un document Word, cette image doit avoir un texte alternatif puisqu'une personne non-voyante ne pourra pas voir l'image. Il va falloir obligatoirement décrire cette image pour qu'avec un outil, une lecture audio de cette image, il soit capable de comprendre le contenu de l'image. Donc l'important, c'est de percevoir finalement ce contenu. On a aussi des outils qui sont intéressants lorsque l'on va faire des présentations. On le voit d'ailleurs lors de notre événement, on a un outil de sous-titrage automatique. Et donc ces outils de sous-titrage vont permettre à des personnes malentendantes, par exemple, de pouvoir suivre une conversation malgré leur handicap. Et puis on peut aller d'ailleurs, quand on va parler d'accessibilité, on ne va pas parler que de handicap. On peut imaginer par exemple qu'on fasse une présentation à une personne étrangère qui ne parle pas notre langue, une personne allophone. Et donc cette personne-là, on pourra lui fournir un sous-titrage avec une traduction. Donc on va être bien au-delà globalement. Lorsqu'on va être inclusif, il faut être inclusif vis-à-vis du handicap, mais il faut être aussi inclusif vis-à-vis de personnes qui auraient des difficultés à suivre par exemple une conversation en français. C'est un très bon point. Alors je vous invite à parler de Teams. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme fonctionnalité dans Teams qui rendent les échanges plus inclusifs justement ? Alors dans Teams, il y a énormément de choses. Donc déjà, on va séparer finalement le moment où on fait de la visioconférence. Quand on fait de la visioconférence, on peut activer du sous-titrage. Donc là, forcément, les personnes qui même sont appareillées ou même des personnes étrangères, le simple fait de leur afficher un sous-titrage peut leur permettre de comprendre plus facilement finalement ce qu'on est en train de dire. Mais on a aussi en fait une notion de transcription. Alors la notion de transcription, imaginons que je lance l'enregistrement de ma réunion dans Teams, je vais pouvoir disposer d'un fichier texte de tout ce qui a pu être dit pendant la réunion. Donc je vais avoir le nom de la personne qui est intervenue, ce qu'elle a dit et le moment où elle l'a dit, donc le minutage auquel elle a pu dire l'information. Ce qui est intéressant, c'est que derrière ce fichier, on va pouvoir le récupérer et donc soit le lire avec un outil de lecture si la personne est malvoyante par exemple, soit simplement pour quelqu'un qui doit faire une synthèse de la réunion, va pouvoir faire un résumé à partir de ce fichier de transcription. Donc ça va apporter vraiment beaucoup de choses. Et puis après, quand on n'est pas dans des réunions, mais quand on est dans une partie finalement d'utilisation, de collaboration dans Teams, on va avoir des outils comme par exemple un lecteur immersif. Alors j'ai par exemple une conversation qui est affichée. Imaginons que je sois dyslexique, j'ai besoin d'avoir un environnement de lecture qui est beaucoup plus adapté en fait à mes difficultés que tout le monde. Et donc je vais pouvoir avec ce lecteur immersif par exemple augmenter l'espacement entre les caractères ou entre les lignes, ce qui va me permettre de mieux déchiffrer finalement le message qui est inclus dans la conversation Teams. Mais je vais pouvoir aussi utiliser un moteur de recherche. Il y a un moteur de recherche. Alors oui, il y a beaucoup de fonctionnalités. Je vous en prie, continuez parce que c'est fascinant. On a envie d'en savoir plus. Le moteur de recherche, dites-nous tout.
Oui, alors en fait, prenons l'exemple d'une personne qui est malvoyante ou qui est non-voyante. Oui. Elle ne pourra pas utiliser sa souris. Donc elle va tout faire avec son clavier. Donc il y a beaucoup de touches de raccourci qui existent et un moteur de recherche qui va nous permettre d'interagir avec l'environnement de Teams. Par exemple, je veux commencer une conversation avec un collègue. Oui. Je vais faire /conversation. Espace, et je vais commencer à rechercher la personne avec qui je veux échanger, je vais faire entrer, et là je vais pouvoir directement rentrer en conversation avec la personne. Donc ça, je peux le faire sans être obligé forcément de prendre ma souris, d'aller la rechercher sur l'interface. Donc grâce à ça, on va à la fois augmenter la productivité, puis on va permettre à des personnes non-voyantes, par exemple, d'interagir dans Teams. Alors, vous nous avez parlé de très belles fonctionnalités. Est-ce qu'on peut avoir les prochaines fonctionnalités dans Teams? Est-ce qu'on a le droit d'avoir une petite avant-première? Alors oui, donc il y a les fonctionnalités qui sont en train d'arriver dans Teams, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsque l'on fait des réunions dans Teams, ces réunions doivent se faire dans une langue unique et le sous-titrage va être dans cette langue. Donc si je fais une réunion en français, tout le monde va devoir parler français et le sous-titrage sera en français. Ce qui est en train d'arriver, c'est la possibilité dans une même réunion d'avoir des personnes qui vont parler des langues différentes et d'afficher un sous-titrage qui cette fois sera le choix de la personne qui participe à la réunion. Donc je suis français, je vais avoir un sous-titrage en français, je suis espagnol, j'aurai un sous-titrage en espagnol, etc. etc. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis quelque chose qui est en train d'arriver avec Windows 11, qui est aussi très très intéressant, c'est le sous-titrage, mais intégré au système d'exploitation. Donc par exemple, je joue une vidéo ou je participe à une visioconférence, c'est plus l'outil de visio ou c'est plus la vidéo qui va porter le sous-titrage, mais c'est directement le sous-titrage qui apparaîtra dans le système d'exploitation. Donc ça existe déjà en pré-version sur une version anglaise et ça va arriver dans un certain nombre de langues, probablement à la rentrée. On a hâte, plus aucune barrière de communication entre les pays et les cultures. C'est motivant, c'est fascinant. Merci infiniment pour toutes ces innovations et toutes ces précisions sur la communication inclusive. Merci beaucoup. Eh bien, un grand merci. Microsoft Teams est devenu un outil contournable et fait désormais partie du quotidien de millions de salariés. Et ça, les équipes de Biotop l'ont bien compris. Le premier acteur français de l'ingénierie écologique et de la conservation de la nature nous témoigne de l'apport bénéfique de Microsoft Teams qui, pendant la pandémie, leur a permis de poursuivre leur travail sans se déplacer. Je vous retrouve juste après. Le métier de Biotop, c'est d'aider à préserver l'environnement. Parce qu'on n'a qu'une seule planète. Nos missions d'expertise écologique peuvent se dérouler partout dans le monde. Depuis la pandémie, on a pris l'habitude de faire nos réunions à distance. Teams a vraiment changé notre façon de travailler. On collabore beaucoup avec le reste du monde par Teams. On a réussi à limiter nos déplacements, ce qui est mieux pour l'environnement. Ça nous aide dans l'organisation de notre travail et ça facilite la collaboration des équipes. Teams nous rapproche et nous permet finalement d'être plus performants au quotidien. On partage facilement son écran d'ordinateur et le formateur présente à tous les participants directement son écran. Ce que j'aime, c'est travailler avec une équipe de gens passionnés et convaincus qu'une entreprise peut contribuer à la préservation de la biodiversité. Teams nous rapproche, même quand on est loin. Et si vous êtes sourd ou malentendant, Microsoft Teams dispose de fonctionnalités d'accessibilité utiles pour vous permettre de profiter au maximum de votre travail. Alors comment s'initier à la langue des signes française avec Teams? Pour en parler, j'accueille Simon Rousseau, directeur de l'innovation chez Total Energy. Et pour en témoigner, j'accueille également Fouad El Hatti, software engineer chez Total Energy, qui est malentendant et qui sera accompagné de son interprète. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, quand on pense à Teams, on pense souvent à son et image, mais finalement, l'image sans le son, c'est tout à fait aussi possible et communicatif. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent les capsules LSF?
Donc, les capsules LSF, c'est une application afin d'intégrer les personnes sourdes dans une entreprise d'entendants. Donc, ce serait pour donner de la sensibilisation en langue des signes via Teams. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce projet ? Alors, au démarrage, en fait, nous avons participé à Hackathon, donc en Reimagine Challenge, en décembre dernier. Et donc, c'était organisé par Microsoft. Et nous avons eu le trophée Impact Sociétal. Félicitations. Est-ce que vous voulez rajouter quelques informations ? Oui, alors on a travaillé justement avec Fouad et avec une designer pendant toute une semaine durant ce hackathon. Et donc on a gagné en effet ce prix et du coup on est allé un petit peu plus loin justement avec Microsoft et avec Javista qui nous ont accompagnés pour réaliser cette application et pour la porter vraiment à un niveau de performance qui soit acceptable pour qu'on puisse après le diffuser. Donc on va essayer de le diffuser au sein de tout Total Energy. Du coup, en septembre, l'application, pour l'instant, elle est open source. On va bientôt mettre le code sur GitHub. Et c'est vraiment une application qui a été créée, qui est assez simple et qui permet d'embarquer tous les collaborateurs pour les initier à la LSF. Alors, je pense que ça, c'est super important de se dire qu'on a 160 000 personnes qui signent en France dans la LSF. Et du coup, dans les entreprises, comment on va faire ce lien justement entre le monde des sourds et le monde des entendants ? Eh bien, c'est avec des petits projets comme ça. Et donc là, en ce moment, on est en train de réaliser des capsules. Donc finalement, capsule LSF, c'est quoi ? C'est juste une collection de petites vidéos qui va nous apprendre un jour un signe. Ah, intéressant. Et c'est réalisé par les employés. C'est-à-dire, c'est ça aussi. Ce sont nos ambassadeurs. Ils vont réaliser, on va leur apprendre à faire un signe. Et puis, ils vont en parler autour d'eux. Et justement, plein de collaborateurs de Total Energy nous demandent quand sont les prochaines sessions, justement, pour rajouter leur signe. Alors, sur quelle solution Microsoft s'appuie par rapport à ces capsules ? Alors, on a développé toute cette solution en low-code. Donc, on a utilisé la Power Platform, on a utilisé Dataverse for Teams. Parce que le principe, c'était de faciliter le développement de cette application et d'aller très très vite finalement sur un premier prototype. Et rien de mieux que la Power Platform justement pour arriver en moins d'1 semaine à un prototype fonctionnel. Et en fait, la force de Capsule LSF, c'est pas de savoir construire une application, c'est de savoir déployer une application et déployer quelque chose dans un grand groupe comme Total Energy et justement de pouvoir embarquer les collaborateurs. La facilité de créer l'application va nous permettre de nous focuser plus sur le contenu qui est la création des capsules LSF. Alors vous parlez de low-code, justement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, c'est cette facilité justement de développement. On peut avoir un peu plus d'informations sur low-code. Bien sûr. Donc nous, ici, donc chez Total Energy, donc Fouad et moi, nous, on vient du développement lourd. Oui. Voilà, on a des capacités, on est des développeurs, mais pour créer des petits applicatifs, en fait, il n'y a pas besoin de faire du sur-engineering. Il n'y a pas besoin de développer, justement, d'avoir une batterie de développeurs pour développer des petits projets comme ça à fort impact sociétal. Et donc, on va arriver avec des outils de drag and drop. On va utiliser Power Apps pour pouvoir avoir une interface graphique simplifiée. On va pouvoir utiliser Dataverse for Teams pour pouvoir avoir un modèle de données, de stockage, pour pouvoir stocker toutes nos vidéos simplifiées. Et finalement, on va arriver très très vite à quelque chose qui est très qualitatif et qui ressemble beaucoup à ce qu'on développe en fait quand on utilise du code traditionnel. Alors vous parliez de capsules vidéo, de low-code. Justement, comment vous imaginez demain les entreprises évoluer dans cet écosystème ? Est-ce qu'il faut d'abord passer par une sensibilisation ? Alors pour ces parties-là, il y a une sensibilisation nécessaire et c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est de se dire que finalement on n'a pas besoin d'être développeur pour pouvoir faire des applications, pour avoir et porter un projet. C'est ça qui est aussi très très important, c'est de se dire que maintenant les barrières d'entrée pour justement générer des applications, générer des projets, elles sont abaissées avec ces outils-là. Et ça va permettre à tous les collaborateurs des entreprises de pouvoir justement libérer leur créativité et de pouvoir arriver très rapidement, et c'est avec des choses qui sont qualitatives et qui vont nous permettre d'avancer extrêmement vite. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de vos prochains projets sur le moyen et long terme ? Alors, le prochain projet, au niveau donc, de SyncCapsule, première chose, c'est de le passer en visio. Et donc, les personnes soient de plus en plus accrochées à ça et encourager les gens à regarder cette application, bien évidemment. Et donc, rajouter au fur et à mesure des vidéos pour le futur.
Ce qu'on voudrait justement après, c'est rajouter de la langue des signes américaine, chinoise, pourquoi pas, c'est vraiment notre objectif, mais pas pour tout de suite, bien évidemment. Dans un premier temps, donc, le but, c'est l'intégration des sourds avec les entendants, donc créer un pont entre le monde de la surdité et le monde des entendants. Donc qu'ils soient accueillis normalement, voilà, c'est notre premier objectif, c'est celui-ci. Est-ce que, selon vous, les entreprises sont prêtes à accueillir cette diversité et aussi la technologie qui l'accompagne? Oui. L'application, elle sera prête en septembre. C'est vrai que on espère qu'elle soit vraiment diffusée, mais avec Signe Capsule, on a pas mal d'énergie et ça sera quelque chose de qualité très intéressant, très motivant. Donc les gens pourront en prendre facilement et rapidement. Donc c'est vrai que pour nous, voilà, ça va nous donner confiance et ça va nous permettre de créer des projets futurs. Merci. Alors, une dernière question. Quel conseil vous donneriez aux personnes qui souhaitent se lancer dans le low-code? C'est de pouvoir En fait, il n'y a plus beaucoup de barrières. D'accord. Et donc, c'est vraiment de se lancer. Si on a une idée, il y a plein de relais, en fait, tout autour. Vous pouvez aller voir votre IT, par exemple. Et eux, ils ont déjà des formations. Ils peuvent venir vraiment vous aider à commencer à mettre les premières briques. Nous, on a beaucoup travaillé avec les équipes de Microsoft, justement, pendant ce hackathon. Donc, d'ailleurs, on les remercie, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu aussi très rapidement arriver sur quelque chose de qualitatif. Et donc, en fait, il y a beaucoup moins de barrières, on va pouvoir aller beaucoup plus vite dans ces réalisations-là. Donc, tout le principe, c'est de ne pas se borner, c'est vraiment de libérer sa créativité et justement de pouvoir réaliser des choses. Aujourd'hui, on a réalisé une petite application pour l'intégration des personnes sourdes, mais je suis sûr que ça va créer plein d'engouement pour d'autres personnes, d'autres collaborateurs, de pouvoir faire de l'intégration de personnes en situation de handicap visuel, de pouvoir porter des projets sociétaux et des projets de décarbonation aussi au sein des entreprises. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que finalement, on n'a plus besoin d'être un développeur pour pouvoir développer des applications. Simon, Fouad, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous pouvez m'apprendre à dire merci? Merci. 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 Alors merci à vous deux. Merci beaucoup. Et merci à vous. Place à l'humour maintenant. Connaissez-vous les déboires de Lucie Carbone? Cette jeune humoriste dépeint avec ironie l'absurdité parfois cruelle des usages digitaux que nous connaissons tous en entreprise. C'est à regarder sans modération. Je vous retrouve tout de suite après. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Moi ça va, je suis très contente d'être là parce que ça fait 9 mois que je n'étais pas venue. Voilà. Du coup je vais monter. D'accord, mais vous êtes Lucie. Lucie. Lucie de la com. Lucie de la com. C'est le service, c'est pas mon nom. Tenez. Super, merci beaucoup. Oui. C'est quel étage déjà? Le dernier étage. Juste avant le ciel. C'est ça. Bye bye. Bisous. Au revoir. Bonjour. Boîte Santal, fraîcheur matinale. Didier. Où Didier? Dis donc, je t'imaginais pas aussi grand quand même. T'es grand. Si t'as 5 minutes, est-ce que tu pourrais mettre tes notes dans le OneNote, histoire de centraliser? Bien sûr. Cool, merci. Salut Lucie, ça va? Oh, Jean-Seb. Dis donc, sans la caméra, t'as les yeux couleur KPI. Je nous ai fait un petit dashboard là, programmé 10h du matin après ma méditation. Tu veux que je te mette dans le flow? Je te mets dans le flow. Hop, t'es dans le flow. Ou de la lie, Lucie. Je t'imaginais pas. T'es plus beau en vrai. On dirait l'esprit de Bouddha dans le corps de Claude. Non, pas celui de la compta, celui de Koh-Lanta. Salut Lucie, ravie de te voir in real life. Au fait Lucie, on a un gros projet là de migration. Vous allez devoir travailler ensemble avec Christine. C'est un projet costaud qui mériterait de faire pas mal de présentiel. Ça te va? Ah oui, je suis tout disponible.
Merci Lucie et bon courage pour la suite. Hein. On est ensemble. Maintenant, accès aux droits ou aux soins, réinsertion professionnelle, accessibilité, participation citoyenne, éducation, autonomie. Autant de défis sociaux pour lesquels le numérique permet d'apporter des réponses efficaces et innovantes. Vous l'aurez compris, les entrepreneurs à impact positif sont plus importants que jamais. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mon dernier invité, Anthony Virapin, Entrepreneurship for Positive Impact Leader chez Microsoft Monde. Je le dis en anglais avec beaucoup de fierté. Bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour Alexia. Bonjour, alors Microsoft a lancé une nouvelle... Ravi d'être là avec vous. Oui, mais moi aussi. C'est vrai que c'est cette dernière interview, elle mérite un petit peu toute son attention, puisqu'effectivement, on le rappelle, hein, vous n'êtes pas à côté de moi, vous êtes dans le stand de Microsoft à Vivatech, et c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager cette expérience assez innovante. Alors, Microsoft a lancé une nouvelle initiative qui s'appelle Entrepreneurship for Positive Impact. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette initiative ? Oui, bien sûr, et avec plaisir, puisqu'elle vient tout juste d'être annoncée. On l'a annoncée il y a quelques semaines à l'événement Change Now et puis au World Economic Forum. Donc c'est notre vice-président exécutif Jean-Philippe Courtois qui l'a annoncé, et justement cette ambition d'accompagner des entrepreneurs sociaux, des entreprises et des startups dites à impact, donc qui vont agir sur l'environnement, sur les sujets sociétaux. Et le but est vraiment d'accompagner ces entreprises avec des technologies, avec des connexions, avec des partenariats qu'on pourrait faire côté Microsoft pour démultiplier leur impact et les aider justement à passer à l'échelle, à se globaliser. C'est une initiative globale. On va l'articuler dans plus de 190 pays. Et voilà, donc très excité de vous expliquer un petit peu plus en détail aujourd'hui tout ça, puisque c'est tout récent. Et voilà, on a vraiment envie d'accompagner de plus en plus d'entrepreneurs sociaux dans le monde. Alors justement, allons-y dans l'explication. Pourquoi est-ce que Microsoft a souhaité développer cette initiative ? Je pense que tout le monde en est conscient, Alexia. On a des grands changements qui sont opérés dans le monde. Le Covid a montré qu'on avait des grands sujets, des changements systémiques. Ça concerne tout le monde, ça concerne les consommateurs qui sont de plus en plus éco-responsables. Les dernières études le montrent très bien. Ça concerne aussi les gouvernements qui ont besoin et qui doivent agir de plus en plus sur tous ces sujets sociétaux et environnementaux et qui s'investissent de plus en plus avec beaucoup d'argent, beaucoup d'aide qui est mis à contribution ici. C'est aussi tout ce qui touche aux employés, donc les employés dans les sociétés qui changent de mentalité, qui ont envie d'avoir plus de sens dans leur manière de travailler, dans leur manière de vivre leur carrière. Et ça touche aussi les grandes entreprises et le monde privé qui va adresser des sujets ESG, donc les fameux critères ESG environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance. Et donc tout ça fait qu'on sent qu'il y a un appel à l'action collectif qui est là. Et ces changements amènent à réfléchir autrement, à s'unir, à prendre les différentes parties prenantes et à se poser les questions. Ces parties prenantes, elles viennent du monde associatif, elles viennent des gouvernements, elles viennent aussi des entreprises, mais elles viennent aussi des startups, de l'innovation. Et nous, on est convaincus que c'est aussi par ce biais-là, par les startups et les entrepreneurs, qu'on peut aller vite, qu'on peut déployer de l'innovation beaucoup plus rapidement et qu'on peut agir le plus vite. Vous savez, on a eu ce fameux agenda 2030 qui a été formulé en 2015 par les pays de l'ONU avec les 17 objectifs de développement durable. Il nous reste 8 ans pour vraiment accélérer. Accélérer, ça veut dire travailler avec des acteurs qui peuvent vraiment proposer des solutions innovantes. Et on est convaincus que c'est en accompagnant ces entrepreneurs, ces startups à impact, qu'on va pouvoir accompagner les solutions de demain. Alors comment cette initiative marche-t-elle ? Est-ce qu'on peut tous postuler ? Qu'est-ce qu'il faut être ? Quels critères faut-il avoir pour être candidat ? Alors effectivement, c'est un point important. On va adresser des entreprises qui sont dites for profit, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un profil start-up, des entreprises qui veulent se développer et qui vont utiliser l'innovation pour le faire, donc utiliser des technologies. Le deuxième point, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est ces fameux objectifs, les 17 objectifs de développement durable qui nous permettent aussi de déterminer
quels vont être les impacts. Donc on va chercher des entreprises qui sont alignées avec ces objectifs-là et qui vont les adresser, un ou plusieurs, un au minimum, et qui vont aussi avoir la capacité de mesurer l'impact. Il y a beaucoup de solutions qui sont mises en place aujourd'hui, mais mesurer l'impact, c'est vraiment là où ça fait la différence. Donc ça fait partie des critères qui nous permettent de juger ça. Et pour donner quelques exemples, on a déjà des superbes entreprises à travers le monde qui travaillent avec nous. Quelques exemples que je peux vous donner, c'est Reforestum, par exemple, une entreprise en Espagne qui travaille sur la déforestation avec de la technologie, qui fournit une marketplace aux entreprises, mais aussi aux individus pour accompagner les sujets de déforestation et faire en sorte que justement on puisse avoir plus de forêts, qu'on puisse mieux les conserver et du coup agir sur l'un des objectifs, l'un des 17, qui est Climate Transition, donc la transition écologique. Ça, c'est un objectif. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est au Pakistan, une entreprise qui s'appelle Sehat Khani, 2 entrepreneuses, 2 docteurs qui ont lancé cette entreprise pour donner un meilleur accès aux soins à la population. 50% de la population au Pakistan n'a pas accès à une santé de qualité. Et donc cette entreprise-là fournit par la télémédecine et par des outils digitaux cette possibilité-là. Et un dernier peut-être, encore un autre objectif de développement durable qui est adressé, c'est Key2Enable, une entreprise au Brésil qui fournit aux personnes qui ont des troubles visuels, qui peuvent être touchées par l'autisme ou d'autres maladies. Ils vont pouvoir justement les aider avec des solutions d'éducation, de e-learning, mais aussi un clavier qu'ils ont développé, donc du hardware, vraiment un outil qu'ils distribuent aujourd'hui à plus de 8000 personnes au Brésil. Et nous, typiquement, c'est un exemple d'entreprise où on voit le potentiel aussi global. Ça a démarré au Brésil, mais comment est-ce que Microsoft pourrait les accompagner avec de la technologie et avec nos capacités, avec nos partenariats pour vraiment l'aider à passer à l'échelle. Ça fait partie de nos sujets d'accompagnement avec ce type d'entreprise. Alors de très beaux projets que vous venez de citer. Pour tous ceux qui nous regardent actuellement en direct et qui sont même avec vous au salon, est-ce que vous avez un message à faire passer justement en tant qu'entrepreneur à impact et visionnaire ? Ouais, vous avez raison, il y a beaucoup de gens, je vois des très belles entreprises, il y en a quelques-unes devant moi qui traitent de la mobilité, du carbone et justement de ces choses de carbone. Donc moi je les encourage vraiment à regarder ce programme qu'on vient de lancer, à regarder ces différents exemples et à voir comment Microsoft pourrait les accompagner à passer à l'échelle. Utiliser la technologie, c'est une chose et ça c'est très important pour nous de pouvoir aider sur ce point-là. On va mettre à disposition gratuitement nos technologies, Azure, Office 365, nos outils de CRM, on met vraiment tout ça à contribution, mais on va aussi les accompagner à les implémenter et à travailler avec eux sur la construction, l'architecture pour passer à l'échelle. Ensuite, il y a toute la capacité à les connecter à notre écosystème de partenaires et de clients. Je parlais des ESG tout à l'heure, vous savez, ces critères donc environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance. C'est des gros sujets de nos clients, c'est des gros sujets pour nous. On cherche des solutions et on peut les connecter à nos clients et aux partenaires qui vont vraiment pouvoir agir aussi. Ça fait partie des sujets d'accompagnement et le programme donc s'appelle Entrepreneurship for Positive Impact et j'encourage évidemment toutes les personnes qui sont alignées avec ces critères à aller voir sur notre site pour postuler. C'est ouvert tout au long de l'année et voilà, c'est vraiment très excitant de pouvoir travailler ainsi. Un sujet à fort impact pour cette dernière interview de la journée et de ces 3 dernières journées sur le salon Vivatech, en tout cas sur la Microsoft Live TV. Merci infiniment Anthony Virapin. On vous souhaite une excellente continuation avec tous ces beaux projets et entrepreneurs à impact. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Et oui, ça y est, c'est la fin de cette 6e édition de Vivatech. On vient de passer 3 jours incroyables dans la Microsoft Live TV. On a eu des annonces exclusives, des démos impressionnantes et des interviews très inspirantes. C'est un avenir optimiste, enthousiaste et porteur d'innovation au service de l'humain. Je tiens à remercier infiniment Corinne de Bilbao, présidente de Microsoft France, Jean-Christophe Pitié, COO, et Sébastien Imbert, CMO de Microsoft France pour cette expérience incroyable en téléportation. Évidemment, ce travail n'aurait pas pu être possible sans le travail de toute une équipe technique. Un immense merci à l'agence Ounet qui sont à mes côtés et Pointe-Noire et à toutes les équipes de Microsoft qui sont dans les 2 côtés ici avec moi sur les studios et aussi sur Vivatech. Merci à vous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette expérience. Vous avez été plus de 500 à partager et tweeter avec le hashtag VivaMS. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine et vive la technologie!